Alors, après avoir regardé la démarche de sélection et la traduction de cahier des charges côté matériaux, on va s'intéresser maintenant à la démarche de sélection et à la traduction des cahiers des charges, plutôt orienté procédé cette fois-ci. Donc on regardera comme préalablement les fonctions, contraintes, objectifs et variables libres dans la traduction, mais également les formes associées cette fois-ci au procédé. Donc, si on regarde les fonctions procédés, cette fois-ci, c'est ce que doit accomplir le procédé face aux matériaux ou aux composants ou aux produits sur lesquels on travaille. Donc, on aura grosso modo trois familles de procédés, donc trois types. De ce fait, on va voir se dégager trois familles de procédés qui vont correspondre globalement aux trois familles de fonctions procédés. Donc on aura la mise en forme, l'assemblage et le traitement. Donc, si on reprend un petit peu le triptyque qu'on utilise déjà depuis deux vidéos, on va reprendre cette fois-ci le lien au procédé, donc procédé en lien avec les matériaux et procédé en lien avec les formes. On a naturellement des fonctions directement liées au procédé sub, mais également des fonctions liées à cette interaction ici entre ces triptyques, donc, et notamment le procédé qui est centré donc, entre forme et matériaux. Donc si je regarde l'action procédé sur forme, je vais avoir des fonctions qui vont émarger notamment dans le domaine de la mise en forme et de l'assemblage. Et si je regarde les fonctions liées au procédé et aux matériaux, on aura plutôt des fonctions qui seront dans le domaine du traitement des matériaux. Alors concernant les fonctions liées à la mise en œuvre, c'est assez simple car on a trois familles de procédés. Donc les procédés de mise en forme, d'assemblage et traitement, et donc on va associer à ceci trois types de fonctions, mettre en forme, assembler et traiter. Donc dans la mise en forme, on a deux thématiques, primaire et secondaire, donc on va utiliser des verbes ici associés, hein. On va mouler, forger, estamper, tréfiler, plier. En secondaire, on va pouvoir rectifier, percer, tarauder, meuler ou encore d'autres. En assemblage, on pourra utiliser du collage, donc coller, clouter, rifter, etc. Bon, je pense que vous avez compris. En traitement, on va pouvoir durcir, par exemple des surfaces, ou durcir à cœur, détendre, isoler, protéger, peindre et toute autre fonction associée à ces trois grandes familles de procédés. Là où il faut faire très attention, même si en prime abord tout ceci pourrait sembler assez simple, il faut faire attention dans le sens où dès qu'on met en œuvre, on va mettre en forme, on va assembler, donc à faire une forme d'assemblage, on va traiter, donc on va transformer les propriétés matières, automatiquement on va jouer sur la forme et on va jouer sur le matériau. Alors on va jouer sur la forme dans la mise en forme, ça paraît évident. Je vais jouer sur la forme dans l'assemblage car je vais donner une forme à mon assemblage. Et la forme va intervenir au niveau du traitement car plus la forme va être complexe, plus il sera compliqué de traiter cette forme. Donc la forme va bien apparaître ici dans ces trois familles de mise en œuvre, donc automatiquement dans les fonctions associées. Alors pourquoi le matériau apparaît? Bon, ça on l'a déjà dit, mais on va le redire quand même, histoire de bien enfoncer le clou. À chaque fois quand vous mettez en forme le matériau. Quand vous assemblez, vous allez assembler des matériaux ou un même matériau, mais dans une géométrie différente. Donc là, le matériau va également automatiquement avoir son mot à dire. Et dans le traitement, l'objectif, c'est de transformer des propriétés du matériau, donc automatiquement, le matériau rentre en jeu. Donc, on va avoir des propriétés associées euh, au procédé ou à la mise en œuvre qui sont assez simples, on va dire entre guillemets, ou du moins assez intuitives. Et par contre, il va y avoir des choses sur lesquelles il faudra porter un petit peu plus son attention, donc la forme et le ou les matériaux concernés par cette mise en œuvre. Alors, concernant les contraintes, objectifs et variables libres que l'on va rencontrer lors de la traduction d'un cahier des charges, notamment orienté procédé, donc dans cette démarche de sélection, on aura comme précédemment, hein, comme on l'a vu dans la vidéo juste avant concernant les matériaux, donc ça je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu, on va avoir dans le cahier des charges des conditions non négociables de type contrainte ou astreinte, des conditions négociables donc des variables libres, et des orientations conceptuelles, donc qui seront des objectifs de conception. Donc là, cette fois-ci, les contraintes associées au procédé pourraient être de type, par exemple, j'encadre des intervalles de tolérance, je n'accepte pas une rugosité supérieure à une certaine valeur, je peux jouer sur la valeur de la section ou sur l'épaisseur de la section, je peux dire que je m'intéresse dans le cas du choix procédé à un procédé qui doit s'intéresser uniquement aux alliages d'aluminium, et je peux également aussi borner le coût en capital de l'achat du procédé prévu dans la conception qui nous intéresse ici. Donc là, un aspect plutôt économique. Donc si on regarde maintenant les variables libres, je vous rappelle que
le matériau, les formes et les procédés peuvent naturellement être libres, que là on va donner des informations procédés, donc on restreint l'espace des possibles procédés. On a donné de l'information par exemple matériaux ici, là une information capitale, donc on n'a pas donné d'autres informations en coût économique. Par contre là on voit apparaître la section, là on voit apparaître l'épaisseur, c'est des informations sur la forme, mais ça veut dire que certaines parties sont bloquées, d'autres non, donc on peut naturellement, comme pour le cas des matériaux, retrouver matériaux, formes et procédés dans le champ des possibles des variables libres. Donc là, typiquement, on pourrait dire la classe des procédés reste libre. On va rester globalement dans une classe, donc une famille est bridée, mais la classe peut rester libre. Le type de matériau peut rester libre. On peut avoir une longueur qui reste libre, ou carrément toute la forme. Donc on peut avoir ici énormément d'informations qui peuvent également rester libres au niveau conceptuel. En termes d'objectifs, un petit peu comme pour les matériaux, je peux viser une production à coût mini, donc un coût capital faible. Je peux viser aussi derrière une volonté d'avoir un coût d'outillage faible, une maintenance on va dire aussi à prix réduit, une utilisation simple de la machine utilisée ou des outillages, donc un coût main-d'œuvre faible, etc. Pareil, d'un point de vue développement durable, éco-conception, on peut chercher des moyens qui consomment peu d'énergie et on peut viser d'un point de vue économique aussi à maximiser la série pour pouvoir amortir plus facilement le moyen. Donc voilà, on est très très proche de ce qui se passe bien sûr sur les matériaux en termes de raisonnement. Bien sûr, les contraintes ne vont pas être les mêmes que celles des matériaux et les objectifs peuvent dévier légèrement bien sûr puisqu'on est ici sur les procédés. Alors, si on regarde un tout petit peu plus près chacun de ces trois types de mise en œuvre ou trois types de procédés, donc ce qui reste globalement commun, c'est la définition de toutes les propriétés qui concernent les gammes de production, série, épaisseur, section ou autres, attributs économiques, bon, j'en ai parlé, les attributs environnementaux, donc grosso modo sur ces trois-là, on définit quasiment de la même façon. Là où on a divergence, c'est vraiment sur les fonctions associées à la mise en œuvre, et ici par exemple, si je prends la mise en forme, c'est je cherche à mettre quelle forme en place sur quel matériau. Donc ça, je répète, je l'ai dit et je le redis, mais c'est très important quand vous allez faire des dessins, que ce soit sur calque, sur papier ou avec un ordinateur, dès que vous allez dessiner quelque chose et que vous allez mettre dans la nomenclature le matériau qui appartient à la pièce que vous dessinez, vous avez imposé le matériau et la forme. Ça veut dire que vous avez préalablement, avant de dessiner, l'idée du moyen de mise en forme. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la peine de dessiner. On ne passe pas à l'étape de dessin si on n'a pas pensé au matériau dans sa forme et au moyen de la mise en forme. Sinon, automatiquement, quand le dessin va arriver en production, au bureau des méthodes, il va être rejeté parce que la mise en forme ne pourra pas se faire avec la forme souhaitée ou le matériau ou carrément les deux. Donc il faut vraiment bien penser à ça au préalable, car après, quand on va passer à la partie dessin et mise en plan, on risque de se tromper. Donc naturellement, la question qu'il faut se poser, c'est la forme va impliquer une certaine géométrie, des codes, des tolérances, un certain état de surface, également associé aux fonctions nécessaires liées au matériau à cette forme, et naturellement, l'ensemble de ces critères de forme vont devoir s'adapter au matériau souhaité, et également le matériau dans cette forme doit être accepté par le moyen de mise en forme. Donc ça c'est très important parce que si on a une inadéquation avec l'ensemble de ces critères entre eux déjà, rien qu'entre eux, déjà ça ne marche pas, et si en plus c'est inadéquate avec le moyen de mise en forme ici, ça ne marchera pas non plus. Donc on ne peut même pas dessiner la pièce puisqu'elle ne pourra pas être réalisée. D'un point de vue assemblage, là c'est pareil. Je vais assembler du monomatériau ou des matériaux différents dans une forme particulière. Donc ça, on fera un petit point sur les formes aussi bien de mise en forme et d'assemblage. Et la question va se poser déjà, c'est est-ce que la forme de l'assemblage que j'ai faite est fonctionnelle? Est-ce que je peux la réaliser? C'est-à-dire quel type de moyen va me permettre de réaliser la forme de l'assemblage prévu. Et l'autre chose qui doit également être raisonnée, c'est est-ce que les matériaux que je vais mettre ici dans mon assemblage sont compatibles entre eux. Ça, on en avait déjà parlé. On peut avoir des piles galvaniques, on peut avoir des soucis de corrosion accélérée ou des choses comme ça qui peuvent se mettre en place à cause des matériaux. Donc là, encore une fois, je peux aussi avoir des problèmes, par exemple si je veux souder, de compatibilité de soudure entre matériaux. On en a déjà parlé, mais c'est de bon ton quand même de le remettre ici. Donc on doit encore de nouveau ici se poser la question entre forme et matériaux. Encore une fois, quand je vais dessiner l'assemblage, est-ce que le procédé d'assemblage que je vais utiliser correspond bien à la forme que je vais mettre en place, et est-ce que les matériaux qui sont assemblés dans cette forme sont compatibles entre eux. Encore une fois, si je ne me pose pas la question, ça ne sert à rien de dessiner et de passer à une étape ultérieure. Donc on se pose la question, on voit si on peut le faire, et si on peut le faire, on dessine, on passe en plan, et après on passe à la fab. Ensuite, au niveau du traitement, la question ici est plutôt comment
je vais traiter mon matériau et dans quel but, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux transformer au sein de mon matériau. En gros, est-ce que mon matériau va être apte à recevoir le traitement pour que la fonction souhaitée par ce procédé puisse être effectuée sur le matériau. Par exemple, modifier sa dureté, rendre le matériau conducteur ou isolant, ou des choses comme ça, d'un point de vue électrique ou thermique. Là encore une fois, il faut se poser la question en amont, et si la réponse c'est non, ce n'est pas la peine de choisir cette solution car elle sera irréalisable. Il nous faut donc regarder les formes liées au procédé de mise en forme. On peut classer ces différentes formes par dimension, par exemple. On pourrait utiliser de l'unidirectionnel, un poteau, une canalisation, une gouttière, un tuyau ou un mât, enfin tout ce qui peut être par exemple tubulaire. On pourra avoir des formes en 2D, des enveloppes ou des surfaces de type plaque, tôle, vitre, boîte, canette ou autre. Et on pourra avoir des formes en 3 dimensions, par exemple une culasse, une bielle, des engrenages, des profilés ou autres. Donc là, c'est un type de classement des formes que l'on pourrait avoir dans la mise en forme. Une autre façon de classer, c'est un classement par type, par catégorisation de formes. Par exemple, des formes prismatiques. Donc je peux avoir par exemple des profilés de ce type-là, où j'ai bien une forme prismatique ici extrudée. Ensuite, je pourrais avoir des formes non prismatiques en 2 dimensions ou en 3 dimensions. En 2 dimensions, je pourrais avoir par exemple des plaques que je vais plier ou estamper. Et en 3 dimensions, je pourrais avoir des formes que je vais plutôt mouler. Ici, des pièces à moulage plutôt assez simple où je peux avoir des évinements et des formes un peu plus complexes ici en 3 dimensions qu'on pourrait appeler des formes en 3D plutôt creuses, c'est-à-dire qui ont un creux formé à l'intérieur, donc avec une forme beaucoup plus complexe à réaliser que ce type de forme qui serait plutôt du 3D plein, comme on pourrait l'appeler ici. Alors concernant l'assemblage, on a également des formes. Prenons par exemple ici 2 surfaces qui vont venir se mettre l'une sur l'autre par recouvrement. On pourrait imaginer également ces 2 surfaces de type plane, ou alors carrément des tubes qui seraient mis en bout à bout. Une autre façon de voir les choses serait un bout à bout avec un recouvrement surfacique, donc on appellerait ça plutôt de l'emmanchement. Une autre façon de recouvrir avec un bout à bout serait une mise en écharpe. Donc vous voyez qu'ici on ne recouvre pas, mais on a ici une oblicité au niveau du bout à bout. Et une autre façon de faire un assemblage serait un montage par exemple en T. Alors un T droit ici en équerre à 90 degrés ou un T oblique où je pourrais être un petit peu plus penché à ce niveau-là. Donc là c'est en gros les 5 types de formes classiques que l'on peut retrouver au niveau des assemblages. Donc si on prend la soudure par exemple, la soudure est capable de faire quasiment tous les types ici de formes qui existent. Le recouvrement de façon immédiate, on voit ici une solution de soudage qui peut être proposée pour tenir par exemple ici le cisaillement. Une autre solution qui est proposée ici, donc là soit je soude d'un côté, soit je soude des deux, c'est la solution qui est ici. Là par exemple vous avez une solution de mise à l'équerre ou en T, ici de soudure, et si je prends le bout à bout, on a ici une solution de soudure en bout à bout, et je vais retrouver également ici un montage en T par exemple à ce niveau-là. Voilà, donc la soudure est quasiment capable de tout faire. Si je prends la solution de la visserie, je peux visser cette structure, je peux goujonner celle-ci, visser celle-là, visser également celle-là. Le collage pourrait tout faire également. Voilà, donc typiquement, ça c'est le genre de procédés d'assemblage qui peuvent quasiment faire toutes les formes qui sont ici. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Si dans l'assemblage on fait attention à la forme, c'est-à-dire qu'on choisit bien la forme correctement, on fait attention aussi aux matériaux. Je reprends les différents exemples que j'ai pris là. La soudure par exemple, est-ce que le matériau qui est en bout à bout ici est le même que celui qui est ici? Si oui, tant mieux en termes de soudure, si déjà je peux le souder. Donc si je le soude avec lui-même, c'est parfait. De deux, si ça, par exemple, c'est de l'acier et si ça, c'est de l'aluminium, par exemple, est-ce que les deux sont compatibles en termes de soudure? Ensuite, si je prends la solution du collage, si je veux coller, que la colle que je vais utiliser ici va être compatible avec le matériau qui est ici, est-ce que je suis sûr d'assurer le maintien de cette adhésion au cours du temps, et surtout que la colle, par exemple, avec les solvants qui pourraient être dedans, ne vient pas dégrader le matériau que je vais venir ici coller. Voilà, donc c'est le genre de questions qu'il faut se poser en termes d'adéquation, et puis pareillement, est-ce que j'ai pas un matériau qui va détruire l'autre, s'il y avait un courant qui se mettait en place et qui aurait par exemple une pile galvanique qui pourrait se mettre en place. Voilà, donc je raisonne sur la forme et je raisonne également sur la compatibilité matériaux. Finissons par les fonctions liées au traitement. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est si je veux faire évoluer des propriétés matériaux ou structures, qu'est-ce que je cherche à transformer? Quelle est donc la fonction du traitement? Et donc, quel type de traitement je vais devoir faire pour obtenir la fonction désirée? Donc, si je cherche à modifier les propriétés matériaux, je peux viser par exemple des traitements thermiques,
une trempe, un recuit, un revenu, des traitements thermochimiques, une sémentation par exemple, également un traitement mécanique, un écrouissage par exemple lors d'un pliage ou un matage de surface, un dopage, je vais venir doper des matériaux par exemple pour faire une cellule photovoltaïque. Je peux également chercher à apporter un autre matériau en surface, par exemple, du matériau. On avait parlé de fonctionnalisation. Je peux venir mettre un grillage, par exemple, sur un matériau composite à fibre de carbone, donc un grillage métallique pour assurer la conduction électrique. Mais je peux imaginer donc faire un revêtement par anodisation, par exemple, ou par dépôt électrolytique. Hein, donc c'est tout ce qui est revêtement ou traitement électrochimique dont je parle ici. Je peux aussi imaginer faire une action sur l'esthétique, et dans ce cas-là, l'objectif serait de peindre le système pour donner une certaine couleur, y mettre un bandeau, un sticker, donc pour y rajouter un peu de design à ce niveau-là, donc pour traiter le matériau en surface, par exemple ici, pour changer l'esthétique. Alors comme pour les matériaux, hein, pour la vidéo sur les matériaux, la vidéo juste d'avant, on va faire ensemble un exercice. Et je vous propose ensuite une vidéo dans la playlist des TD, donc sur la chaîne SDMGMP, dans lequel vous aurez différents cahiers des charges à étudier pour pouvoir mettre en place cette démarche de sélection de procédés. Alors on va se placer ici dans le cas où on a par exemple une machine qui fabrique des isolants de bougies qui vient de rendre l'âme, et donc on va devoir la changer, on va donc devoir changer la ligne de fabrication. Donc l'objectif étant de mettre en forme des isolants de bougie ici, on va réutiliser le cahier des charges initial pour trouver un moyen de production qui pourrait remplacer celui qui est cassé. Donc, première information, le matériau de l'isolant, c'est de la céramique technique de type alumine. Ensuite, on vous dit que la masse est de l'ordre d'à peu près 50 grammes, modulo les intervalles de tolérance de la forme qui est ici. L'épaisseur doit être comprise entre 3 et 5 mm, en fonction des zones plus ou moins épaisses de cet isolant. Et la série de production, c'est minimum 2 millions de pièces pour assurer la gamme de production de ce type d'isolant. Ensuite, on précise que les données dimensionnelles voient des tolérances inférieures à 0,5 mm et une rugosité inférieure à 100 micromètres. Et on cherche à minimiser le coût de production lors de l'achat de cette nouvelle machine. Donc comme dans le cas de la vidéo précédente sur les matériaux, dans les TD, vous aurez ici une petite icône pause qui vous indique de mettre votre vidéo en pause pour pouvoir faire l'exercice tout seul. Là par contre c'est un exercice où je vais vous guider, donc on va le faire directement ensemble pour décortiquer un petit peu la démarche et au moins vous proposer une première approche de démarche qui est celle que je vous proposerai là. Il y en aurait d'autres bien sûr, mais bon on va déjà partir sur un exemple ici. Donc première chose c'est mettre en place la fonction. Je vous rappelle qu'on doit d'abord traduire le cahier des charges, on met fonction, contrainte, objectif, variable libre. Donc ici, en termes de fonction, n'oubliez pas qu'on est sur un procédé cette fois-ci, donc on vise la fonction du procédé, non plus la fonction matériau. Ne mettez pas ici que ça sert à isoler des bougies, non, on fabrique l'isolant et on cherche à le mettre en forme. Donc la fonction ici, c'est bien mettre en forme des isolants de bougies. Ensuite, en termes de contraintes, alors c'est assez simple ici au départ, puisqu'on va pouvoir lister toutes les contraintes explicites du cahier des charges initial. Première chose, l'alumine. Le matériau qui est ici, c'est de l'alumine. Donc le matériau n'est plus en variable libre, c'est une contrainte procédé. Par contre, attention ici, on a une forme spécifique qui est imposée. Donc la forme aussi sort des variables libres, car elle est complètement imposée. Donc, au niveau des variables libres qui resteront à la fin de cette traduction, il n'y aura plus que le procédé puisque l'alumine est imposée, la forme de la pièce est parfaitement imposée par le cahier des charges. Donc on nous indique également une masse de l'ordre de 50 grammes, une épaisseur comprise entre 3 et 5 mm entre différentes zones du volume de l'isolant qui est ici. On nous impose également la série, la tolérance et la rugosité. Et on nous indique que dans les objectifs, on vise à minimiser le coût de production. Donc ici, c'est assez simple, la seule chose que l'on doit rechercher, ce sont les procédés, et tout le reste était assez explicite. Il n'y a que la forme de la pièce ici qui n'était pas reprise. Donc là, on pourrait se poser la question de savoir si le creux qui est ici est facile à faire ou pas. Donc on pourrait partir plutôt sur un 3D, une forme 3D. Alors le logiciel, il appelle ça un solide 3D. Et on pourrait aussi se poser la question de est-ce que le creux qui est ici est plus ou moins facile à faire. Donc on pourrait se poser la question d'un 3D creux. Alors, je dirais les deux solutions sont possibles en termes de choix de sélection. Donc
On va partir sur le logiciel pour pouvoir mettre en place le descriptif qui est ici. Donc là, c'est un exemple qui est assez explicite, hein, donc il n'y a rien de compliqué. Dans les TD, il y aura des choses un petit peu plus implicites qu'il faudra quand même aller chercher. Alors, comme on l'a fait préalablement avec les matériaux, on va se positionner dans le logiciel CES et du pack, qui va nous aider à mettre en place cette démarche de sélection via un outil donc logiciel informatique. Donc, on va se positionner dans la base de données des procédés de mise en forme. On va déjà commencer par bloquer les procédés qui peuvent utiliser des matériaux de type alumine. Donc on va passer par une arborescence et on va venir sélectionner dans le monde des matériaux l'alumine. Voilà, donc là on vient ici brider les procédés qui peuvent utiliser la céramique de type alumine. On voit qu'il n'en reste plus que 11 sur les 69. Alors on est encore une fois sur le niveau 2, hein, donc on n'est pas sur une base de données qui contient énormément de références, mais d'un point de vue enseignement, c'est largement suffisant pour comprendre la démarche ici. Et ensuite, je vais venir imposer les limites qui m'intéressent, par exemple la forme ici. Hein. Donc je pourrais partir sur une forme par exemple solide 3D, hein, donc plutôt une forme 3D pleine, si on considère que le creux de l'isolant est pas trop complexe et surtout c'est une forme plutôt pleine et non pas plutôt creuse, donc on pourra partir sur une solide 3D. Si on considère que le creux est important et complexe, on pourra cocher l'un ou l'autre ici, hein. Je pense que ça ne changerait pas grand chose, donc on pourrait, allez hop, on va cocher les deux, comme ça sera encore plus simple, donc un procédé qui soit capable de faire les deux. Ensuite, en termes de lien économique, on veut une taille de série de minimum 2 millions pour notre gamme de production. Ensuite, si on regarde la gamme de poids, on nous a indiqué du 50 grammes, donc on peut soit donner 50 en mini, soit on va encadrer. Donc là, par exemple, attention, ça prend des virgules, ça prend pas des points. Donc on va encadrer, par exemple, la masse. Voilà, donc on est entre 45 et 55 grammes. Là, l'encadrement, il est vraiment fait à mon niveau, hein. Il n'y a pas de chiffrage au niveau du cahier des charges. Par contre, l'épaisseur de section est donnée entre 3 et 5. Les tolérances sont données au maxi pour hop, je reviens ici, pour du 0,5. Donc ici, on va être sur du 0,5 en tolérance. Et la rugosité est donnée au maximum à 100 microns à ce niveau-là. Je peux donc maintenant appliquer ces limites et je vois que les étapes imposées par cet outil limite, hein, qui me permettent de directement imposer les contraintes chiffrées, quantitatives ou qualitatives ici, hein, avec du on-off, hein, me permettent directement d'éliminer sur les 11 résultats, d'en éliminer 9 et d'en valider plus que 2 qui soient capables de respecter ce cahier des charges. Donc première chose que je vais faire, c'est regarder quand même les valeurs associées à l'ensemble des critères du cahier des charges. Donc Solid 3D, Creuse 3D, c'est du on-off, donc s'ils sont passés, c'est qu'ils l'ont d'office. La taille de série, on vise minimum 2 millions. On voit que je vais de 100 000 à 10 millions ici pour le moulage par injection des poudres et de 5 000 à 5 millions ici pour la mise en œuvre des poudres. Donc dans les deux cas, je passe sans problème les 2 millions en minimum. J'ai même un peu de marge par rapport à ça, 2,5 à peu près. Et puis ici, je peux même avoir un facteur 5 si je voulais augmenter la série de production. Donc ces deux passent sans problème le critère de la taille de série. Donc j'ai pas beaucoup à gérer par rapport à ça. Ensuite, si je regarde la gamme de poids, on n'a pas de souci, on est dans les 50 grammes, donc les gammes de poids couvrent sans problème les gammes des 50, donc on n'a pas vraiment possibilité de dissocier entre les deux non plus. Épaisseur de section, pareil, on est entre 3 et 5, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Les intervalles couvrent l'intervalle demandé par le cahier des charges. En termes de tolérance, c'est pareil, on monte jusqu'à 0,5, donc juste ici c'est la borne haute, donc de toute façon on veut au maximum à 0,5, donc pas de problème également. On a quand même un procédé peut-être plus fin à ce niveau-là sur la borne basse. Et si je prends maintenant la rugosité, on va avoir un maximum de 100 microns et on voit qu'on est sur des rugosités très très basses, hein, maximum 10 pour la mise en œuvre des poudres et 3,2 pour la partie injection. Donc globalement le cahier des charges passe, ces deux procédés peuvent être intéressants et on a quand même un critère qui va peut-être nous aider, qui est le critère objectif minimisé, ici le coût de production. Donc si je regarde maintenant les fiches associées à ces deux procédés, donc ici on nous explique que le procédé va nous permettre d'injecter des poudres donc dans un moule, donc on va avoir un moule ici fixe, et je vais via une vis sans fin
venir injecter ici la poudre et son liant au sein du moule. Donc on va injecter sous pression la pièce au sein du moule qui est fermé ici. Et si je prends la mise en œuvre des poudres, donc là on va avoir un autre système, donc c'est plutôt un système avec compression et un matrissage en fin de compte. On n'injecte pas, on met la poudre dedans et on va chauffer et comprimer l'ensemble pour obtenir la pièce voulue. Donc rien qu'en regardant un petit peu le process, on comprend que l'ensemble qui est ici, donc la visserie d'injection, va certainement engendrer un surcoût beaucoup plus important qu'un système à matrissage simple comme ce système qui est proposé ici. Donc on va regarder un petit peu les informations liées au coût, donc on va regarder un petit peu les caractéristiques liées en termes de coût. Donc il y a un outil qui s'appelle modélisation du coût qui est ici. Donc là, il faudrait rentrer des valeurs que l'on n'a pas dans le cahier des charges. Donc on ne peut pas utiliser celui-ci. Il faudrait quand même connaître l'ensemble des critères et des paramètres pour remplir la modélisation de coût. Alors c'est intéressant parce qu'on peut modéliser le coût directement ici. Mais là, il faudrait un cahier des charges beaucoup plus poussé pour pouvoir y répondre. Mais ça se fait sans problème. Donc là, on va rester très simple, comme je l'ai dit. Donc on va juste regarder par rapport aux deux procédés. On veut quand même un coût relativement faible, ou moins minimiser le coût. Et si on regarde le premier, donc le moulage par injection des poudres ici, on est sur des coûts relatifs de l'outillage, de l'équipement et de la main-d'œuvre qui sont de haut à faible. Et si je prends la mise en œuvre des poudres, par exemple, on va plutôt avoir une classification à moyen, moyen faible. Donc en gros, bien sûr, on comprend ici que le fait de ne pas avoir la visserie d'injection va coûter beaucoup moins cher que le procédé précédent. Donc derrière, si on regarde un petit peu sur l'ensemble des critères, tous les critères passent, donc c'est ce qu'on a regardé ici, tous les critères vont passer pour les deux procédés, et il semblerait donc que la mise en œuvre des poudres ici soit quand même moins coûteux que le moulage par injection des poudres, donc on partirait plutôt à proposer à notre société à partir sur la mise en œuvre des poudres ici.